Mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions. Ensuite, Edwige présentera l'organisation d'ensemble de cette session. Le sujet est G8, G20, concurrence et ou convergence entre les États. 5 points. Premier point, au secours, à qui se fier. Deuxième point, G veut dire gros problème. 3, G20 veut dire finance. 4, 2008, c'est le tournant. 5, G20 France, a-t-on trouvé la solution? Premier point, au secours, à qui se fier? Que fait l'État? Que fait mon État? Que font les autres? Et que font-ils tous ensemble dans ces réunions marathon? Nous sommes inquiets de les voir se réunir, discuter et ensuite sourire avec la photo de famille. Nous sommes inquiets de savoir si les choses changent et comment. Notre État doit changer, seul, non, et les autres, comment? Comment trouver quelque chose qui les transcende et qui les fasse évoluer ensemble? Quelle union fera quelle force? Deuxième idée, G veut dire gros problème. 1975, Rambouillet, il s'agit de réunir à l'époque les riches pour travailler ensemble des problèmes des États-Unis, le plus riche de l'époque, à la suite des crises de Bretton Woods, des problèmes du dollar et des problèmes de l'inflation. En 1977, le G5 reçoit un autre riche, le Canada. En 1978, la Russie, parce qu'il s'agit à l'époque de traiter entre riches le problème de l'éclatement de la Russie. N'oublions pas que les riches entendent le rester. Et le problème, c'est évidemment, ont-ils réussi? Troisième idée, G20 veut dire finance. Nous avons ici le père du G20, le Premier ministre Paul Martin, 15-16 décembre 1999 à Berlin, sous sa houlette, les G20 se réunissent pour faire, je cite, pour faire face aux principales faiblesses affectant les économies du G20 et le système financier global. Donc le G20, c'est la finance. Et ces ministres des Finances reconnaissent que des politiques économiques et financières saines sont décisives pour construire un système financier robuste, moins enclin aux crises. Excellent début. Mais G20 a-t-il voulu dire vigilance? Pas sûr. En 2006, fin 2006, les ministres des Finances notent que l'économie mondiale continue de croître at a solid pace. Et en fin 2007, ils disent qu'il y a un likely slowdown dans l'économie qui est quand même expected to be modest. Nous en venons au 4, le turning point, le point de retournement, selon moi, de la déclaration de Washington. À ce moment-là, ce sont les head of states qui se réunissent avec les banquiers centraux et qui disent, mesdames et messieurs, les choses sont beaucoup plus graves que l'on pense. Et l'analyse de Washington ressemble d'ailleurs à une motion du DEX, tellement c'est bien fait et tellement il y a tout. Et donc, à ce moment-là, prise de conscience des difficultés, prise de conscience des problèmes, prise de conscience que nous avons vécu trop longtemps en oubliant les risques que nous faisions ainsi. Dernier point, aujourd'hui. France 2011. Y a-t-il, dans le G20 que pilote la France, une méthode qui se mettrait en place et une méthode, souhaitons-le, favorable?
Comment faisons-nous dans ce G20? D'après ce que l'on croit comprendre, on essaie de convaincre et de trouver une logique d'ensemble. Et à l'intérieur de ce G20, on essaie, si je crois comprendre, de retrouver un G5, les vieux riches, maintenant les très endettés, plus la Chine. Et on fabrique un S6 qui serait les systémiques, tous les pays qui représenteraient plus de 5% du G20. Et donc nous avons aujourd'hui un travail qui se met en place avec les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sur le thème « Que comptez-vous faire vous-même dans vos choix, dans vos stratégies à moyen terme, pour voir ensuite si ceci va réduire les déséquilibres d'ensemble. Comment créer une instance qui donne à tous les effets des choix de chacun de ces gros. Eh bien, Jean-Paul, je propose qu'on en parle maintenant. Eh bien, voilà. Un mot de conclusion quand même, Jean-Paul Bedbez. Non. Donc, pour reprendre ce que disait Jean-Paul à l'instant, à quoi sert le G20 qui dit G20 dit gros problème. On va en parler avec 8 intervenants. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de la table. On va essayer une fois encore de respecter les timings. Je vais commencer bien sûr par l'ancien Premier ministre du Canada, Paul Martin. Paul Martin, comme l'a rappelé Jean-Paul, c'est lui qui a inventé le G20. Est-ce qu'il reconnaît son bébé ou pas? Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Est-ce que finalement le G20, ce n'est pas qu'un forum de débat en plus? Il existe déjà des organisations internationales. Mon voisin José Piquet-Camp, qui a été plusieurs fois ministre, qui est président de Vueling Airlines, mais qui a été ministre des Affaires étrangères espagnol, qui a été ministre de l'Industrie et de l'Énergie, qui a été porte-parole aussi. Donc de nombreuses fonctions. À ses côtés, un tout petit peu plus loin, alors là, peut-être une déception quand même pour les étudiants d'ici. Lorsque Jean-Hervé Lorenzi et Jean-Paul m'ont dit qu'il y avait Enrique Iglesias, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette table ronde sur le G20? J'ai cru que c'était le chanteur. Et ben non, c'est finalement le secrétaire général ibéro-américain qui regroupe les 22 pays de langue portugaise et espagnole. À ses côtés aussi, décidément, beaucoup de représentants de la zone hispanisante. Donc les trois, il y a José Piquet-Camp, Enrique Iglesias, et puis il y a aussi Angel Gurria, qui, comme vous le savez, est mexicain. Et vous avez aussi Robert Koopman, lui, il est américain. Il travaille à la International Trade Commission, la commission américaine. Mario Monti, qu'on connaît bien ici à Aix, il a été un redoutable commissaire à la concurrence. Il dirige maintenant la prestigieuse université de Montcogny. Et puis Christian Noyer, qu'on ne présente plus pour le coup, gouverneur de la Banque de France. Et puis un chef d'entreprise quand même qui nous dira un peu quelle est sa vision, en l'occurrence Léo Apothécaire, qui est franco-allemand et qui maintenant vit aux États-Unis puisqu'il est le patron de HP de Hewlett-Packard. Tout de suite, Paul Martin. Donc, est-ce que vous reconnaissez votre bébé avec le G20? Ah bien, merci beaucoup. Pour débuter notre conversation, on m'a demandé de discuter en ce qui concerne le G20 de sa portée, de ses priorités à l'heure où son rôle évolue d'intervenant ponctuel en temps de crise à celui de comité directeur permanent. En ce qui concerne sa portée, c'est assez clair. Compte tenu de la pertinence déclinante du G8, aucune question d'intérêt mondial ne devrait échapper à la compétence du G20. Concrètement, cela implique des dossiers comme la sécurité alimentaire, le risque de pandémie, l'aide au développement, et ça implique aussi des dossiers comme le printemps arabe, où il existe la possibilité que les jeunes qui ont tout risqué ne réussissent pas à améliorer leurs conditions de vie sans qu'il y ait une intervention économique positive. Maintenant, ceci étant dit, le G20 doit d'abord définir ses priorités. Et sans aucun doute, c'est la crise financière qui doit figurer au premier rang, car c'est évident, c'est la reprise économique qui permettra une meilleure résolution des grandes questions humanitaires.
C'est la raison pour laquelle le déséquilibre mondial, la volatilité des mouvements de capitaux, les taux de change et les réserves excessives doivent rester à l'avant-plan. C'est aussi la raison pour laquelle la réforme du système bancaire doit être au centre de ses préoccupations, car c'est cet enjeu qui est au cœur de la débâcle qui a mené à sa création. Et si le G20 est incapable d'obtenir de véritables résultats dans le dossier des institutions financières, on se demandera certainement pourquoi on lui fera confiance dans les autres domaines. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, des progrès ont été accomplis, mais il faut l'admettre que les avancées ne sont pas proportionnelles aux problèmes. Par exemple, l'échec des membres du G20 à coordonner les résultats de leur travail. Regardez la situation. Les États-Unis, avec Dodd-Frank, font à leur tête. En Europe continentale, les États sont loin de s'entendre sur des solutions, sauf pour faire front commun contre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui eux-mêmes ne s'entendent pas. Et pendant tout ce temps, les banques s'efforcent de brouiller les cartes en espérant que rien ne change. Maintenant, c'est vrai que la situation semble s'améliorer. Vous allez dire que je suis trop pessimiste, puisque les États-Unis et l'Europe ont annoncé qu'ils faisaient un premier pas vers la réconciliation en formant un groupe de travail temporaire pour régler leurs différends. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Ces différences sur la gestion des banques n'ont rien de temporaire. Ils découlent de pressions domestiques qui sont appelées à persister, et c'est pour cela qu'une coordination plus appropriée est nécessaire. Alors, quelle est la solution? Selon moi, d'abord, il faut reconnaître que ni les chefs d'État, ni leur bureaucratie respective, et nous sommes beaucoup ici qui ont été là pour des sommets, avant, pendant ou après un sommet du G20, ne régleront les détails de chaque problème soulevé ou probablement causé par l'industrie financière. Il faut donc que le G20, dans l'évolution de la réglementation, donne les moyens nécessaires à une instance solide, équipée pour prévenir la montée des risques systémiques dans le monde. Un organisme capable de faire face à la question que vous connaissez tous: pourquoi bâtir un modèle international avec toutes les libertés de nos économies nationales, mais sans leur protection? Maintenant, heureusement, il y a un organisme pouvant prendre en charge ce mandat qui existe déjà, du moins à un état embryonnaire. C'est le Conseil de stabilité financière mis en place par le G20 il y a 2 ans. Mais des questions persistent. D'abord, l'autorité du CSF reste indéfinie et il n'y a pas de traité entériné pour la confirmer. On a limité son adhésion aux pays membres du G20 et à 4 ou 5 autres pays qui étaient tout à fait insuffisants. D'ailleurs, c'est idiot. Et finalement, on ne lui donne pas les moyens nécessaires pour faire respecter ces règlements. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer. En ce moment, les recours proposés pour le CSF reposent sur l'évaluation des pairs et la dénonciation publique. Le premier moyen est efficace, mais la dénonciation ne sert à rien car il était pratiquement impossible d'ébranler une grande puissance de cette manière. Vous avez besoin d'être Canadien, voisin des États-Unis, pour comprendre cela. Alors, et peut-être le Mexique, oui aussi. Oui, c'est ça le problème du Mexique et le Canada, c'est notre voisin. En tout cas. Alors, ça prend quoi? Ça prend le pouvoir donné au CSF, par l'intermédiaire de ses membres, d'imposer des sanctions, de sanctionner. Et c'est justement sur cette question, soit l'importance de lui conférer un véritable pouvoir d'action, que la résistance à un CSF fort, résistance basée sur une notion de souveraineté déjà dépassée par les événements, d'ailleurs Jean-Claude Trichet en a parlé plus tôt, déjà dépassée par les événements, devient évidente. Et voilà pour le G20 l'obstacle à surmonter. Car le fait est que l'intérêt national ne peut être satisfait au 21e siècle
si l'intérêt mondial est en déroute. En d'autres mots, ne faut-il pas reconnaître aujourd'hui que la véritable épée de Damoclès qui pèse sur nous tous est la crainte de la contagion entre nations et que la meilleure façon de combattre cette contagion est d'accepter que la souveraineté des pays a certes des droits, mais aussi des responsabilités. Par exemple, la récession mondiale de 2008-10 n'est-elle pas en partie le résultat de l'atteinte à la souveraineté de chaque pays, touché par l'irresponsable échec du système bancaire américain à mettre en pratique des normes minimales de prudence? Ou encore, lorsque les Européens ont essayé des tests de tests de robustesse bancaire, des stress tests, sans intégrité, sans substance, qui par la suite compromettaient la reprise économique, n'ont-ils pas alors enfreint la souveraineté de tous ces pays où les banques ont dû se plier à des tests adéquats? C'est clair que des organismes comme un CSF fort ne sont pas une menace pour la souveraineté des nations. En fait, ils constituent une protection déterminante pour celle-ci et j'espère que ce sera le message de la France lors du prochain sommet. Merci et d'ailleurs, j'ai encore pour un autre 45 minutes. Et d'ailleurs, si vous me permettez un petit brin. Une minute, Monsieur le Premier ministre. C'est plus urgent que nous le pensions. Ce qui est important, c'est qu'avant la crise, New York et Londres sabraient dans la réglementation bancaire pour attirer les institutions importantes dans une course pour le titre de capitale financière du monde. Ma question, c'est qu'arrivera-t-il dans l'avenir si Hong Kong et Shanghai combinaient leurs efforts pour devenir la nouvelle capitale financière et décider, à l'instar des principaux acteurs en Occident, d'utiliser la déréglementation pour attirer les joueurs clés? La réponse est évidente. La structure des normes internationales minimales s'effondrait sous nos yeux. Et voilà la raison d'être du G20. Il y a des perles, madame, à venir, mais je vais terminer maintenant. Monsieur le Premier ministre, c'est pour laisser la parole à votre ami, le Mexicain, dorénavant secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, pour voir un peu justement qu'est-ce que lui, il attend du G20 et peut-être est-ce qu'on peut retrouver à travers ce schéma de nouveaux chemins de croissance. Angel Gurría, c'est à vous. Oui, vous m'avez demandé, Edwige, si c'était seulement un forum de débat. Et c'est en effet un forum de débat, mais pas seulement ça. Le G20. Et le G20, c'était absolument nécessaire d'avoir quelque chose qui substituait un modèle qui était obsolète. Et je me réfère à quoi? On a eu une faillite de la régulation, une faillite de la supervision, une faillite de la gestion des gouvernances des entreprises et une faillite de la gestion des risques, mais aussi une faillite du modèle de gestion du système international économique. Et le système était très simplement, si c'était la question des soldes extérieurs, c'était le Fonds monétaire international. Si c'était une question de pauvreté, c'était la Banque mondiale. Si c'était une question structurelle, c'était l'OCDE. Si c'était une question de travail, c'était la BIT. Et si c'était une question de commerce, c'était Pascal Lamy. Hein? Alors, les deux. Et ça ne fonctionne pas plus parce que ça, c'est la faillite de ce système. Il faut une pollinisation croissée, une fertilisation croissée. Pourquoi est-ce que la crise nous a frappés comme ça et personne n'a dit « Oh, la crise arrive, la crise arrive ». Parce que beaucoup de nous l'ont fait de manière individuelle, on l'a fait de manière indépendante et on n'a pas constitué un cœur, une voie commun formidable qui aurait été plus difficile d'ignorer, au moins par les grands pays qui ne coûtent pas les conseils des organisations internationales. Alors, le G20, c'est le contexte dans lequel on va les mettre tous ensemble pour qu'ils puissent se dire les choses. Mais il faut prendre la loi Monti. La loi Monti dit qu'il ne faut pas être too polite. Hein? Il ne faut pas répéter ce qu'ils font les Européennes. Il faut se dire les choses. Alors, ça c'est où on est aujourd'hui. On a eu succès pour gérer la crise des banques. Après,
moins de succès pour la sortie de la récession, mais dit-on qu'on est aujourd'hui la croissance positive. Il nous laisse une legs, il nous a hérité un énorme chômage, énorme déficit budgétaire, énorme dette accumulée et un taux de croissance médiocre dans les moyen et long terme. C'est ça que la crise nous a laissé, après l'avoir résolu dans les aspects plus immédiats à travers le G20. Alors, est-ce que le G20 a le potentiel pour aller dans les prochains pas, pour les prochaines étapes? Absolument oui, je dirais. Et quels sont les instruments? On n'a pas capacité plus monétaire. On est à zéro, très près de zéro, avec l'exception de la Banque européenne qui a déjà 1,5, mais en effet, on est très, très, très modeste partout. Et ça veut dire pas d'espace monétaire. Pas d'espace budgétaire, parce qu'en effet, on commence la consolidation budgétaire dans tous les pays, c'est absolument nécessaire, comme M. Anders Borg, M. Trichet nous ont dit. Alors, quoi faire? On dit go structural, ça veut dire qu'il faut prendre un cap structurel, éducation, santé, concurrence, innovation, croissance verte, flexibilité, marché de travail, marché des produits et de services, et naturellement dans un contexte de finances publiques sain, mais aussi go social, ça veut dire prendre un cap social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les victimes, il y a 50 millions de personnes en chômage dans l'OCDE, 14 de plus qu'avant la crise, et le chômage tend à devenir plus long terme. Dans les États-Unis en particulier, ce n'était pas du tout quelque chose qui passait normalement dans les États-Unis. Et Paul a fait mention à cet aspect des manifestations de la crise aujourd'hui. Ça veut dire que la crise n'est pas finie, on n'est pas dans la période post-crise, on voit la manifestation différente de la même crise qui passe d'un problème financier, un paralysie économique, une tragédie de chômage, particulièrement de chômage des jeunes, parce que le chômage moyen, c'est 10% dans l'OCDE, mais de jeunes, c'est 20%, et dans certains pays, 30%, 40%, 45%. Et dans un contexte, on a des menaces, par exemple, ce qui est passé dans le Moyen-Orient, et on voit quels sont les résultats qu'on pourrait avoir. Alors, qu'est-ce que le G20 pourrait faire, ou comment adresser les questions? Le cadre pour la croissance forte, durable, équilibrée, je crois que c'est l'instrument le plus important de G20. Ça, c'est la promesse de convergence des politiques économiques, la question de continuer à adresser le système financier international, monnaie, banque, flux de capitaux, et la question de la volatilité de matières premières et prix, mais aussi sécurité de l'alimentation, sécurité et énergie. Et dernière chose, la redécouverte de développement, ça veut dire de la vulnérabilité des plus pauvres dans le monde et la question de la inégalité entre pays, mais aussi dedans des pays. Et je dirais que le G20, c'est l'instrument, le G20, c'est le forum, mais naturellement, la responsabilité reste avec les pays et dans les institutions, comme le cas de l'Europe. Pour votre information, on a cette OECD Contributions to the G20, c'est pour ceux qui sont dans la table, ceux qui sont dans la table, mais c'est disponible à tous vous dans le web de l'OCDE. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angel Gurría. Maintenant, j'ai passé la parole à notre chef d'entreprise, notre seul chef d'entreprise, Léo Apotheker, donc, qui est maintenant président de Hewlett-Packard. Il connaît très bien la France et pour cause, et l'Allemagne est encore pour cause. Et Léo Apotheker, en préparant cette session, vous m'avez dit, moi, le G20, j'y crois pas beaucoup, ou du moins j'attends des décisions, sinon ça ne sert à rien. Merci Edwige. Vous avez très bien résumé le fond de ma pensée. Je vais quand même essayer d'étayer un tout petit peu. En deux mots, HP est la première société mondiale de technologie. On est présent dans 170 pays. Donc, naturellement, avec nos 320 000 employés, nous avons intérêt, et on suit de près ce que fait le G20. Parce que
On aimerait beaucoup voir une politique mondiale cohérente, ça nous arrangerait beaucoup, ça nous rendrait la vie bien plus simple. Et je voudrais d'abord faire un compliment au Premier ministre Martin. Le G20, en temps de crise, a très bien fonctionné. Quand les intérêts nationaux étaient en péril, quand il fallait réguler le marché financier, quand il fallait prendre des mesures d'urgence, je tire mon chapeau, le G20 a agi et a très bien agi. Et c'est depuis qu'on est un peu plus déçus, on va dire, car ce n'est pas le seul problème qu'on doit résoudre au niveau mondial, quand on parle du commerce, quand on parle de la pollution, quand on parle de cybersécurité. Je peux en citer tout un tas d'autres. Il est clair qu'on a tous besoin d'une certaine coordination de politique mondiale. Et on avait osé espérer que le G20 allait jouer ce rôle-là. Je pense qu'on a un problème de leadership au niveau mondial. Et quand on voit ça du point de vue du chef d'entreprise, ce qu'on attend, in fine, c'est quelques photos en moins et quelques décisions en plus, et si j'ose dire, et on attend surtout un certain nombre d'actions concrètes. Merci. Prenons un exemple tout simple. On va prendre les problèmes graves qu'on rencontre au niveau climatique. Beaucoup de sociétés, dont HP d'ailleurs, ont pris des mesures concrètes, volontaristes, sérieuses, pour réduire leur impact énergétique et leur empreinte CO2. On aimerait bien avoir un cadre mondial. On a vu ce qui est arrivé à Copenhague. On aurait pu attendre de la part du G20 quelques décisions à ce niveau-là. Ça arrange tout le monde, c'est dans l'intérêt de tous. Et comme la pollution, elle, n'a pas de passeport et ne s'arrête pas aux frontières nationales, on aurait pu s'attendre à ce qu'une instance de gouvernance mondiale prenne une série de décisions contraignantes au niveau de la pollution. On n'a rien vu venir. Pareil pour le commerce international, on n'a pas vu venir grand-chose non plus. Pareil pour d'autres problèmes tels que la sécurité ou la cybersécurité, qui est devenu un problème énorme. Et donc, moi, j'aimerais bien, à cette table ronde, faire quelques propositions concrètes, comme il se doit à un chef d'entreprise. Et j'aimerais conseiller au G20 d'adopter des méthodes qu'on adopte dans le monde d'entreprise, à savoir s'attaquer qu'à des problèmes limités, décider quels problèmes on veut aborder et lesquels on veut gagner, créer un peu de coopération pour se faire des amis, et laisser tomber des problèmes qu'on ne peut pas résoudre pour un moment ultérieur, quand on pourra s'y attaquer. Et je proposerais qu'il y ait plus de coopération régionale. Il n'y a peut-être pas toujours besoin de réunir tout le monde autour de la table. Et peut-être faudrait-il créer un cadre institutionnel au G20 qui lui permette de prendre en effet un certain nombre de décisions, ou bien, autre possibilité, c'est de simplement décider que le G20 devienne le régulateur bancaire mondial, qui se limite à cela, qui fait d'ailleurs très bien, et que pour le reste, les institutions mondiales continuent tant bien que mal d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, mais que le G20 se focalise sur le problème de la régulation financière mondiale. In fine, en tant que chef d'entreprise, j'attendrai donc novembre comme chaque année. Je suis sûr qu'il y aura des très belles photos et des très belles déclarations, et peut-être, in fine, il y aura quelques décisions qu'on pourra mettre en œuvre. Merci beaucoup, Edwige. Merci Léo Apotheker. Je sentais que vous aviez un message à faire passer. Je pense qu'il a été entendu. Je pense que vous aurez aussi des réponses d'ici quelques instants. Je voudrais connaître un peu la réaction de Robert Koopman. Donc, Robert Koopman, vous êtes directeur à la International Trade Commission américaine. Comment vous réagissez aux propos de Léo Apotheker? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait des décisions, plus de décisions, notamment sur le plan économique, et moins de photos? Well, I guess the simple answer is yes. Microphone, please. Microphone. Microphone is on? No, it works, but... So the simple answer is That's better, yes. thanks.
more decisions, but most of the decisions that the G20 would have to deal with, I think, are rather difficult. They're behind the border, they're domestic. We've heard much on this panel about substantial domestic challenges, and I don't think the G20 is particularly well placed to coordinate behind the border issues. Just looking at the debate going on in Washington right now over trying to deal with the budget deficits, it's very difficult for the G20 to put pressure on U.S. political interests. Similar issue happens with China when the U.S. and other countries try to provide significant pressure on China to change its exchange rates policy. The Chinese politicians have domestic issues they have to deal with. My comments actually were going to be a bit different, and I was going to try to talk about a little bit on the how to convince governments that protection is a bad thing to resort to in the post-crisis environment, and how the G20 might facilitate that. And I think the G20, as Leo pointed out, has done a pretty good job of managing the post-crisis cross-border issues. Tariffs have not risen. The WTO mechanisms have worked rather well. The caps on tariffs, the targeted protection that is required to address very specific import surges have all worked relatively well. Unfortunately, I think for the WTO, most of these policies are really addressing old-style protection. You see in the G20 overall tariffs coming down from 24% to 3% between 1980, 84 to 2009. The G7, it's from 11 to slightly less than 2%. In the non-G7, it's from 30 to 6%. So overall tariffs have dropped. The WTO mechanisms have worked pretty well. In the anti-dumping, countervailing duty, this targeted protection area, in the US in particular, we have very few cases. Business, if you could say, because my agency deals with this, business is slow in that area. On the other hand, in new areas, such as intellectual property rights, we also have a line of business dealing with cross-border IPR issues. It's booming. Work is up substantially, and we have to figure out how to reallocate resources to deal with Apple and Microsoft and everybody wanting to come to my agency to resolve copyright and intellectual property rights issues. We also have lots of requests for analysis of non-tariff measures and service cross-border service policies. So if you think about it in the way that I have to manage our workload, the traditional concerns about tariffs and anti-dumping countervailing duties relatively slow, and the focus in the United States is particularly moving to these new areas that the WTO doesn't cover very well. The U.S. is taking an approach, as other developed countries are, through deep regional trade agreements, where the focus goes well beyond tariffs and typical cross-border protection, but is much more focused on intellectual property rights, well, property rights broadly, both for physical capital and intellectual property, but also logistics, ICT, information, communications technology, all the modern RTAs that the U.S. is negotiating and other developed countries are focused on negotiating these things, which typically lie outside of WTO disciplines. And the market is driving this. So I sit next to the head of HP, which has global supply chains, very substantial global supply chains, and companies like HP want to be able to move their production processes and originate their suppliers on a very regular basis, where they know that the contracts they sign, that
the technology that they share is going to be protected. And so you see global trade negotiations moving much more in this, I'm sorry, not global, regional trade negotiations moving much more in this direction, while the WTO and the Doha round focuses on these old-style protections. So in conclusion, I think one has to be happy at the success of the WTO and some other international institutions and the G20 in managing old-style issues. The challenge comes in the new issues. Those new issues are typically historically viewed as areas behind the border. And I'm going to include global imbalances in this, because global imbalances really are about, I mean, there's some exchange rate issues, but it's really about savings and investment and domestic savings and investment balances. So what kind of institutions can help coordinate these behind the border issues? And there will be coordination. It's going to be very difficult to get broad agreement. And I don't see I don't have a lot of hope for the G20 to be able to move into these areas, and even existing organizations like the WTO are finding that rather challenging. Thank you. Merci. J'ai passé la parole à mon voisin Joseph Piquet-Camps, qui a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Industrie, ministre de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, même si maintenant il est président de Vueling. Joseph Piquet-Camps, je crois que vous avez envie de replacer un petit peu le G20 dans un contexte un peu plus stratégique. Quelle méthode peut-être doit-il adopter pour réussir? Je vous passe la parole. Merci beaucoup. En français. En français. Je le serai. Vous serez les victimes de la nécessité que j'ai de pratiquer mon français. Je m'excuse en avant. Bon, la deuxième chose que je vais vous dire très bref, c'est que, à part de toutes ces responsabilités dans le passé maintenant que je suis dans le secteur privé maintenant, je préside une institution très importante en Espagne, citée placée à Barcelone, qui s'appelle, je dirais le nom en catalan, Cercle d'Economia. Et le Cercle d'Economia fait des rencontres économiques chaque année à une très belle ville qui s'appelle Sitges, au sud de Barcelone, à la côte. Et bon, je suis très heureux d'être ici avec le Cercle des économistes pour cela. Bon, différentes pilules, parce que nous avons le temps très limité. Si vous pensez dans le principal événement que le monde a vu dans les dernières générations, dans les derniers 20 ans, par exemple, la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, l'11 septembre aux États-Unis, le 11 septembre 2001, la crise économique la plus importante depuis 80 ans, ou ce que nous appelons maintenant plus récemment le printemps arabe. Tous ces événements, personne n'a pu faire la prédiction en avant. Et je ne parle pas des observateurs amateurs comme moi-même. Je parle du service d'intelligence, je parle de la CIA, je parle de le Mossad, je parle de tous les think tanks internationaux qu'on médite, qu'on réfléchit sur ce type de sujet. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est très difficile de faire des prédictions sur le futur parce que le monde, c'est dans un changement vertigineux. M. Trichet l'a dit avant. C'est incroyable la vélocité, c'est dit? Oui, si. La vitesse. La vitesse ou la vitesse du changement, comme jamais. Et le centre de gravité du monde, c'est en déplaçant, et c'est plus en plus loin d'ici. Il a traversé, depuis quelques années, il a traversé l'Atlantique, après, en traversant le Pacifique, mais probablement une courte période de temps, le centre de gravité du monde serait à peu près très près de l'estrait, vous disiez l'estrait de Malacca. Le détroit.
le détroit de Malacca. C'est la connexion naturelle entre l'océan Indique et l'océan Pacifique. Bon, il y a un paradoxe très, très frappant pour moi. Avant la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, avant c'est mois d'août, 20 ans de la disparition de l'Union soviétique. Bon, la victoire d'Occident dans la guerre froide a été absolument totale. Absolument totale. Mais après la victoire totale d'Occident dans la guerre froide, nous sommes dans un processus de, pardon pour la parole, de désoccidentalisation du monde absolument vertigineuse. Et le reste du monde, ce que nous appelons en avant, et c'est une erreur très brutale, le dire maintenant, ce que nous appelions en avant le tiers-monde, a pris la direction réelle de le monde que nous voyons. C'est pour cela que le G8 ou le G7, c'est un mécanisme obsolète. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui du G20, G25, je ne sais pas, mais nous avons le besoin d'intérêt dans les décisions et dans l'architecture mondiale, d'intérêt beaucoup de pays qui plus en plus sont plus en plus importants que nous. Bon, l'autre message, la crise économique a augmenté cette évolution, a renforcé cette évolution, parce qu'il y a un decoupling. Le monde parle de la crise économique en passé. En passé. Si vous êtes en Asie, ou si vous êtes en Afrique, à quelques pays de l'Afrique, si vous êtes dans l'Amérique latine, on parle de la crise en passé. Nous parlons de la crise en présent, en Europe. Mais il y a des différences, parce que malheureusement pour moi, je suis espagnol, comme vous savez, nous parlons encore de la crise en futur. Ouais. Je donnerai un peu d'espoir à la fin de mon intervention sur ça. Mais cette évolution économique est renforçant ce changement géostratégique du monde que c'est absolument incroyable. Les conséquences sont énormes. Du point de vue de l'intégration, l'incorporation de millions et millions de personnes à la demande et à la production. Et ça signifie tension très importante sur les matières premières, sur l'énergie, sur l'eau, tout. Et les conséquences sur le secteur sont aussi très importantes. Je préside maintenant une compagnie de transport aérien. Bon, nous pensons sur le transport aérien, toujours nous avons pensé comme le théâtre de certaines compagnies américaines, certaines compagnies européennes et quelques compagnies dehors d'Occident. Maintenant, nous verrions très à court terme l'éruption totale des compagnies aériennes du reste du monde. Du Proche-Orient, de la Chine, de l'Inde, tout ça, du Brésil et tout ça. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs, pour la banque, ça c'est vrai pour tous. Alors, pour terminer, les nouvelles technologies sont un mécanisme de transformation de ce monde aussi très important parce que l'information, le flux d'informations est constant et dans temps réel. Alors, quelle peut être la réponse de l'Europe et de notre pays européen? Je crois qu'au cadre de G20, nous avons de donner une parole européenne seulement. Je crois que c'est une erreur de discuter entre les différents pays européens pour avoir une chaise chacun. C'est une erreur. Qu'est-ce que nous avons besoin dans ce monde qui change, que l'Europe est dans une situation plus en plus déclinante? Nous avons besoin de plus d'Europe. Nous avons besoin de plus d'Europe. Nous avons besoin de politique. Politique d'abord. Et M. Trichet a dit, bon, nous avons une union monétaire. Mais le nom de l'union monétaire, c'est union économique et monétaire. Mais ce n'est pas vrai
que nous avons une union économique. Et ce n'est pas vrai que nous sommes dans la direction d'une confédération des États. Et la réponse seulement peut être politique d'abord, retourner à les projets politiques de l'Europe. Merci. Merci, bravo. J'imagine, Mario Monti, que vous ne pouvez qu'applaudir à ce que vient de dire l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mario Monti, je rappelle que vous êtes président de l'Université de Bocconi, s'il faut encore vous présenter, et donc que vous avez été commissaire européen, notamment commissaire à la concurrence, et en France, on s'en souvient encore. Puisque mon effort sera de paraître une personne différente de celle dont vous dites qu'elle est encore rappelée, je parlerai en anglais. I do wish to thank le Cercle des économistes for inviting me once again. It's really a great honor and pleasure. The basic question which I am asked is how does Europe come out of the G20 meetings, of the G20 process? In my view, Europe comes out of this phase of the process both vindicated but vulnerable. Vindicated in three respects. One is the European vision of governance of globalization. The other one is the relationship with the crisis. And the third one is effective delivery of what has been decided. Europe is vindicated as to the vision of governance of globalization that it has long held. Let's go back 10 years, for example. There was a huge gap at that time during the Bush administration in the US between the European view of governing globalization. After all, Europe had been doing just that for 60 years, although only at the continental level, and it was done on the basis of Jean Monnet's ideas, namely the integration of markets, and à côté, the coordination of some public policies. The US view, particularly at that time, was totally contrary to that, because the integration had to be left to market forces alone, unimpeded as much as possible by public policies. I know something about what the US would have liked to see in that respect. And as to public policies, well, if anything, bilateralism, coalitions of the willing, but not the cumbersome multilateralism. With the crisis, all this has been swept away, and I see the G20 process as a de facto demand of moving towards a governance of globalization much closer to European ideas. Second point where Europe has been vindicated, the relationship with the crisis. We always say in Europe, and rightly so, how comes that Europe always needs crisis to make progress? It's simple, because of course progress in European integration means sharing a bit more of national sovereignties into a more shared sovereignty, more integrated policies, and that is politically costly. And it is only when the political cost of not doing that during a crisis becomes higher than the political cost of doing that that you move ahead. But isn't the broader process of international coordination as shown by the G20 exactly the same? Didn't we need a crisis to set the G20 in this version moving? Yes, except that I would make a difference. When it comes to Europe, the crisis brings upward the willingness to cooperate. Then when the emergency of the crisis goes away, even in Europe, the wave goes back a bit. But at least in Europe, there are rules and institutions, and some of the message stays. And this is not the case, I'm afraid, as to the much more reversible progress achieved within the G20. And the third
aspect of vindication is effective delivery. We may not remind ourselves of this, but usually in the European context, decisions tend to be implemented with politeness, excessive, with deference to the large member states, excessive and very wrong for the construction of the system, but they still tend to be implemented. In the global context, we are seeing now what I think is a very dangerous contradiction. A lot of goodwill at the G20 process, at least in terms of policy intentions, but then comes one little concrete proof of whether people do want to make progress or not, the Doha Round. The Doha Round. Those very governments which plead for more coordination in the G20 context do not really bring ahead the Doha Round, and they risk, by undermining the credibility of the WTO, to perhaps make the only small bit of supranationalism that exists outside the European Union, the dispute settlement system of the WTO, less credible. One more minute, if I may. Europe, at the same time, although vindicated, I think, by the G20, comes out vulnerable, or even more than vulnerable, perhaps not willing in practice to exercise all the leadership that it could exercise in the G20, because after all, it is modeled on its own inventions. Of course, the reason why we fall vastly short of exercising this leadership goes back to the all too numerous but all too thin presence of European figures at the G20 meetings. I don't need to go through the family photo of the G20 meetings. There are too many Europeans, increasingly unaccepted in terms of psychology given their cumbersome presence, and yet thin and not very much coordinated. Jean-Claude Trichet's idea for the day after tomorrow, as he said, of a single Minister for Economy and Finance of the European Union, of course, would help a lot, also in the context of Europe's presence in the G20. Very last note, on the agenda of the G20, it was Jean-Paul Betbez who said, le G20 veut dire finance. I think this is a missed opportunity. We are going towards huge problems in governing a global market economy, which have strictly nothing to do with finance. That is the relationship between the state and the market, state capitalism. How can we in Europe pursue our more or less right competition policies, state aid control policies, when elsewhere there is an increasing infiltration between state and capitalism? Aren't these the topics that, particularly under a French presidency of the G20, France having always been extremely sensitive, and rightly so, to the external dimension of the construction of a market in Europe, be brought much higher in the agenda of the G20 for future years? Merci beaucoup, Mario Monti. Je passe la parole à Enrique Iglesias, dont je rappelle que vous êtes secrétaire général ibéro-américain, c'est-à-dire que vous représentez les 22 pays qui parlent soit l'espagnol, soit le portugais. Quelque part, on se demande pourquoi est-ce que vous avez besoin du G20 ? Et là, vous avez besoin d'un micro. Voilà. Merci, madame. Je vais essayer mon français avant de chanter, si vous permettez. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très content d'être invité, très impressionné par la qualité des participants et aussi la richesse des débats. Donc, merci beaucoup. Je suis très honoré. Deux petits commentaires pour être responsable avec mon temps. D'abord, la question que vous venez de me poser. Pour commencer, en Amérique latine, nous étions très contents de voir la création de cette réaction internationale avec la création des G20. C'était une démonstration d'abord de la nature du problème, très grave,
mais de l'autre côté aussi de la responsabilité de la communauté internationale de réaction. Et surtout, nous étions très contents de voir pour la première fois 15% de ces groupes des latino-américains. Il y avait ce sont 3 pays qui participent, donc pour la première fois, nous avons été reconnus en tant que pays qui peuvent contribuer à la solution des problèmes internationaux. Argentine, Brésil et Mexico participent dans ces groupes. Mais il faut dire qu'à partir de grandes choses qui ont été faites et ont été rappelées ici, il y a une en particulier qui nous reste encore comme créditeur des réactions de G20 et nous espérons que cette année en France, quelque chose pourra être fait. C'est le fait qu'il y a d'abord ces grands déséquilibres entre pays créditeurs et pays débiteurs. C'est à la source de ces tsunamis de dollars qui nous arrivent tous les jours en Amérique latine maintenant et qui ont créé une valorisation de la monnaie, des monnaies nationaux qui sont vraiment un véritable problème. Je crois que, je sais qu'il y a une question de liquidité, je sais que ce n'est pas très facile à résoudre, mais au moins on voudrait voir les G20 s'occuper un peu de ces gros problèmes qui nous occupent particulièrement à nous dans la région. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire à avoir un petit peu avec l'Amérique latine, si vous permettez 2 mots. Comme vous le savez, dans les années 80, nous étions un petit peu la région malade. Inflation, déficit fiscal, dette, refinancement, etc. Je voudrais rappeler 3 piliers de notre manière de résoudre la crise qui peut servir un petit peu comme référence. Je sais que chaque pays, chaque région a des problèmes qui sont liés au moment et à la nature de ce problème. Mais en tout cas, la région de l'Amérique latine, c'est peut-être un bon exemple à regarder pour prendre certaines leçons. Et ces 3 leçons, c'était d'abord la confiance. Je crois que rétablir la confiance de l'opinion publique et des acteurs économiques, c'est un élément clé. Et pour rétablir cette confiance, pour gagner la confiance, d'abord, on appelait à ce que j'appelle la grande qualité de la démocratie. C'est l'occasion de pouvoir établir des consensus politiques dans le pays. Sans cela, il est difficile de faire croire aux gens que nous sommes dans la véritable voie des solutions. Et numéro 2, élément de la confiance, c'est d'agir rapidement. On a perdu 8 ans à trouver la solution. Donc, confiance est basée sur accord politique et agir rapidement autour des solutions. Numéro 2, c'était la question de la dette. On a passé 2 grandes périodes en Amérique latine, 8 ans de 1982 à 1990. C'était le plan Baker, c'était la solution au fond de donner des ressources au pays pour payer aux banques. C'était la solution de sauver aux banques. Et on a fait pas mal, mais on n'a pas résolu le problème. On est arrivé à l'année 1980 avec très endetté, avec une espèce de grande pierre sur l'économie qu'il fallait soulever pour faire croître la croissance. Et on a trouvé une solution pragmatique, à mon avis, très importante, c'est du plan Brady. On a fait reconnaître au marché que la dette était impayable et qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'il fallait faire ensemble, entre les créditeurs et les débiteurs. Et on l'a fait. Et je crois qu'on a pu trouver des solutions pour 18 pays. C'était un bon plan, que je trouve que j'étais à ce temps-là à la Banque interaméricaine, donc j'étais très actif dans ces problèmes, mais c'est la reconnaissance que la dette était impayable, était reconnue par les marchés, et on a trouvé des solutions pour s'en sortir et pouvoir faire face à la 3e élément, que c'était la croissance. Et pour cela, on a fait les réformes qui étaient basées sur le fait qu'il y avait la dette plus ou moins contrôlée, les pays pouvaient marcher, et qu'il y avait aussi des mesures en matière fiscale. Et donc, sur cette base, on a pu faire une politique de croissance dynamique. Dans les années passées, ces dernières années, on a un petit peu utilisé ce qu'on a fait dans cette année-là, et on a pu faire de l'Amérique latine maintenant une région émergente et dynamique. L'année dernière, on a une croissance de 7%, cette année, on va arriver plus ou moins à 6%. Mais il nous faut de toute façon reconnaître que les leçons sont là, qu'on peut s'en sortir, mais qu'il faut rétablir confiance, il faut résoudre la dette et surtout faire les réformes qu'il nous faut pour en sortir. C'est une expérience qui peut-être vaut la peine d'être regardée d'ici d'Europe. Merci.
un G20 finance, un G20 seulement finance? Est-ce que le G20 joue sa crédibilité sur sa capacité à prendre enfin peut-être des décisions sur le plan monétaire et financier? Je passe la parole au gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Merci beaucoup, Edwige. Est-ce que le G20 décide? Les apothicaires et plusieurs autres ont posé la question. Oui, il décide quand il est capable de réunir un consensus. Il faut bien voir que le G20, ce n'est pas une institution internationale fondée sur un traité avec des règles de vote à la majorité simple ou à la majorité qualifiée. C'est une instance de coopération qui est pas capable de décider si elle décide de décider. C'est une instance de gouvernance coopérative. Ça fonctionne sur le même modèle, au fond, que le G7 la façon dont le G7 a fonctionné pendant longtemps. Ça n'empêche pas de prendre des décisions qui sont effectives, surtout que le G20, relie son action par des instances plus techniques, qui sont l'ancien forum de stabilité financière créé par le G7, élargi au G20 et transformé en Conseil de stabilité financière, qui est au fond une instance qui permet de diriger, de surveiller, d'orienter les travaux de tout ce qu'on appelle les standard setters, tous les organismes qui fixent des normes dans le domaine économique et financier, et d'autres plus techniques comme le comité de Bâle qui a refondu la réglementation bancaire, qui lui aussi s'est élargi en gros au G20 ou légèrement plus que le G20. Est-ce que le G20 est une instance de ce fait politique ou technique? Je dirais, le G20 est une instance qui fait, comment dire en anglais, de la policy, pas de politics. Je dis ça, c'est pas. J'essaie de vous donner une vision un petit peu de l'intérieur du G20 Finance, en tout cas celui que je connais, parce que j'en suis membre. C'est pas complètement évident. Il y a des tas d'institutions internationales où très souvent les États prennent des positions diplomatiques de long terme, négocient des évolutions qui prennent du temps. On n'a pas du tout de posture diplomatique et constante au G20. Il n'y a pas de bloc organisé, il n'y a pas de coalition permanente, il n'y a pas de sous-groupe de pays qui campent toujours sur les mêmes positions. Les opinions évoluent énormément. Je vais vous donner un exemple. En novembre 2010 à Séoul, à peu près tous les pays émergents, je crois même tous les pays émergents, ont soutenu la Chine dans ses réticences à accepter des cibles de solde des paiements courants. 3 mois plus tard, en janvier, la Chine était pratiquement isolée sur cette position et nous avons pu assez vite, entre février et avril, trouver la solution adéquate pour effectivement avancer sur la surveillance des déséquilibres mondiaux. Il n'y a pas non plus au G20 d'opposition idéologique. Il n'y a pas de débat sur l'interdépendance des économies, sur l'économie de marché, même si nous avons des niveaux de développement très inégaux, des dynamismes très inégaux. Nous avons spontanément simplement une recherche pragmatique de solutions qui permettent de construire un meilleur ordre mondial et donc de rendre les économies plus résilientes et plus dynamiques. Il n'y a pas au G20 de clivage nord-sud. C'est un sujet dont on ne parle jamais, une notion dont on ne parle jamais. On ne se réfère jamais à un pays en fonction de son appartenance à un groupe. Chacun ne représente que lui-même. Y compris les Européens ? Y compris les Européens, même si nous avons évidemment très souvent des positions et des cultures communes, mais nous n'avons pas nécessairement, effectivement, toujours exactement le même point de vue de départ, et en tout cas, nous sommes libres d'y participer, sinon ça n'aurait pas de sens que nous soyons plusieurs Européens. Quels sont les débats sur lesquels nous avons progressé et est-ce qu'il y a des divergences très profondes? Oui, je donne 2 exemples très rapides sans entrer dans le détail. Un débat qui a été évoqué hier dans une des sessions, quelle est la responsabilité respective
de la politique monétaire américaine et des régimes de change des pays émergents dans la montée de l'inflation mondiale. Ça, c'est un vrai débat, c'est un débat capital, mais c'est un débat sur lequel les discussions sont très ouvertes, très informelles, et c'est à travers cette informalité et cette ouverture qu'on peut essayer de faire des progrès dans la compréhension et l'acceptation, au fond, de sacrifier la pureté de nos politiques et de nos positions pour un mieux-être collectif. De la même façon, quel est l'impact de la financiarisation des marchés de matières premières sur la volatilité de leurs prix? C'est un sujet qui est à la fois technique, mais en même temps qui a d'énormes implications économiques pour les pays qui sont directement impliqués. Quelques remarques complémentaires sur la façon dont le G20 fonctionne. On parle beaucoup de rééquilibrage de l'économie mondiale et c'est une évidence que les grands pays émergents ont pris une place considérable et qui était indispensable dans ce débat mondial. À côté du rééquilibrage économique et démographique, je crois qu'il ne faut pas oublier le rééquilibrage du leadership intellectuel. Je me souviens d'une phrase d'Alan Greenspan au moment de la crise asiatique de 1997-98 qui disait cette crise prouve que le modèle américain de capitalisme est supérieur à tous les autres. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire cela parce que le monde a changé. Les pays avancés ont perdu le monopole de la doctrine, en même temps d'ailleurs qu'ils ont perdu le monopole de la vertu, quand on pense par exemple à leur situation comparée de finances publiques. Et donc il y a une confrontation des modèles, des expériences, des politiques qui se fait au G20 sur une base qui est devenue totalement égalitaire. Deuxièmement, la question évidemment qui est difficile, et de ce point de vue-là, peut-être que les pays avancés ont un tout petit peu d'avance, encore il ne faut pas être immodeste. Peut-on accepter, chacun d'entre nous, que des solutions dites coopératives, des solutions qui ne paraissent pas absolument optimales au sens étroit du terme pour notre propre économie, finalement permettre d'avoir un optimum global dont nous bénéficions aussi par un taux de croissance plus élevé, parce que indirectement l'économie mondiale fonctionnera mieux. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à vendre politiquement dans les différents pays, c'est compliqué à accepter, mais c'est bien parce qu'on a la prémonition ou la certitude qu'on peut obtenir ce genre de résultats, qu'on arrive à avoir un G20 qui fonctionne. Une dernière conclusion, oui, merci. J'arrête ? Non, dernière remarque, conclusion. Dernière remarque sur le rôle de l'Europe. Ce que j'ai dit sur les pays avancés est évidemment aussi valable pour l'Europe et nos difficultés présentes nous interdisent évidemment de nous présenter comme modèle. Mais en même temps, l'expérience de l'Europe et notamment de l'euro continue de fasciner les pays émergents. Ils ont bien vu qu'il y avait là une réponse qui était une réponse forte, une réponse efficace au dilemme de l'interdépendance économique qui se pose pour eux aussi de plus en plus. Ils ont énormément de curiosité pour ce que nous faisons. Nous interrogent souvent sur les détails de notre organisation et de notre fonctionnement. Ils perçoivent parfaitement la dimension historique de la monnaie unique. Ils souhaitent vivement, et ils le disent, que les difficultés actuelles de la dette souveraine soient surmontées. En quelque sorte, ce sera mon dernier mot, il n'y a pas d'eurosceptiques dans le monde émergent. Ah. Voilà peut-être une bonne petite question avant de passer la parole à Jean-Paul Belbez. Est-ce qu'il y a des eurosceptiques dans le monde émergent? Je ne sais pas, Enrique Iglesias, est-ce que vous voulez répondre ou qui veut répondre à cette question? Angel Gurria? Enrique, c'est d'abord Angel. Est-ce qu'il... Moi, je dirais, je suis totalement d'accord avec le gouverneur. Non, il n'y a pas. Et tout le monde admire et étude et analyse cet énorme chantier qui est l'Europe,
qui toujours se modernise, qui toujours se renforce, qui toujours se transforme, et tout le monde l'analyse. Et it's always work in progress. Work in progress. Il y a un grand signe qui dit, quand on s'approche de l'Europe, il dit men at work. Well, men and women at work. Yeah, thanks. Merci. Alors, Enrique Iglesias, après Léo Apothécaire et Jean-Paul. Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y a comme ça eurosceptique, au contraire. Je crois que nous sommes un peu perplexes de la difficulté de l'Europe d'agir ensemble, de trouver des solutions communes et surtout d'agir rapidement dans le problème. C'est ça qui nous crée un certain doute, ou disons, sur l'efficacité dans ce moment de l'actuation de l'Europe. Nous espérons beaucoup parce que nous sommes des pays très liés à l'Europe, donc nous y croyons beaucoup, mais nous voyons un petit peu comment les choses prennent du temps. Et comme je disais dans mes commentaires, je crois que la rapidité, c'est très, très important. Et c'est cela, on a encore à atteindre beaucoup plus de dynamisme de la part de l'Europe en matière de solutions. Merci. Voilà. Léo Apothécaire. Je pense que la vraie question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas s'il y a des euros sceptiques ou pas, c'est est-ce qu'il y a des euros relevants ou pas dans les pays émergents. Quand on y va, je pense qu'on constate le même constat qu'on a nous ici, et moi je suis un fervent pro-européen, c'est quand on va au G20 et on y va à plusieurs, plus Union européenne, on perd un peu de son autorité et de sa relevance. Quand on y va, et chacun se répète ou ne se répète pas d'ailleurs, moi je crois qu'au niveau des pays émergents, c'est la relevance de l'Europe qui est en jeu, pas tellement le scepticisme. Merci. Juste, il y a aussi José qui voudrait poser une question. Qu'en pense Robert Koopman? Est-ce que les États-Unis sont des eurosceptiques, pardon? No, I don't think the U.S. is a Eurosceptic at all. I think it views it as a worthy compliment to the U.S. Jean-Paul, avec cette réponse lapidaire, mais qui mérite d'autres commentaires. Première idée, vaincre la crise, c'est en bonne partie vaincre le doute, et il y a donc du travail à faire. Deuxième idée, le G20 voulait dire, Mario, voulait dire à l'époque finance, et par rapport à ce que dit Paul Martin, il veut dire renforcer les instances de surveillance et leur donner du pouvoir. Troisième idée, go structural, go social, bien sûr, go practical, please, go regional if it works within the G20, et go quickly. Dernier élément, pour se sortir d'affaires, il faut revoir les conditions de responsabilité, la logique de responsabilité. Je pense que tout le monde et l'éthique de responsabilité. Et je pense que tout le monde a bien vu que la responsabilité des États passe maintenant dans leur capacité à maîtriser, expliquer et convaincre la co-responsabilité. Merci. Merci à tous.